Bienvenue dans Géopolitis. Il y a 15 ans à peine, le Venezuela était encore le pays le plus riche d'Amérique latine, assis sur des réserves de pétrole estimées plus importantes encore que celles de l'Arabie saoudite. Avec l'élection à la présidence d'Hugo Chavez en 1998, le Venezuela s'inscrivait alors dans cette vague rose qui allait porter au pouvoir des leaders de gauche dans la plupart des États d'Amérique latine. Le Venezuela est indépendant. Le Venezuela est libre. 4 ans à peine après la mort de Chavez, le gouvernement de Nicolás Maduro affronte une situation quasi insurrectionnelle. Les manifestations de rue ont fait près de 60 tués depuis le mois d'avril. Comment le Venezuela en est-il arrivé là? Comment peut-il s'en sortir? Les militaires qui occupent les postes clés du pouvoir soutiendront-ils le président jusqu'au bout? Réponse dans quelques instants avec l'invité de Géopolitis. C'est un dieu adulé par une majorité de Vénézuéliens qu'on emporte vers sa tombe le 8 mars 2013. Hugo Chavez quitte la scène de la révolution bolivarienne. Grâce aux revenus de l'or noir, Chavez aura développé le pétrosocialisme, redistribuant des milliards sous la forme de programmes sociaux, écoles, soins gratuits en faveur du petit peuple et des habitants des bidonvilles. Ce sont ces gens-là qui pleurent la disparition de leur saint sauveur. Nicolás Maduro, le successeur désigné, doit affronter, à peine arrivé au pouvoir, la chute verticale des prix du pétrole. Avec le choc pétrolier, le bel édifice de la révolution chavésienne s'effondre. Les caisses de l'État se vident, l'inflation galope. Selon le Fonds monétaire international, elle pourrait atteindre 1600% cette année, un record du monde. Les pénuries s'aggravent, riz, pain, médicaments, électricité, tout vient à manquer. Au marasme économique et social s'ajoute la corruption endémique et la violence qui atteint des sommets, 92 meurtres pour 100 000 habitants, 2 fois plus qu'au Brésil. À Caracas et dans les principales villes du pays, les manifestations se succèdent par vagues, quotidiennes, depuis le mois d'avril. Les opposants réclament des élections anticipées et le départ du président, de moins en moins populaire. Mais jusqu'ici, il peut compter sur le soutien de la hiérarchie militaire. Nous réitérons au commandant en chef notre loyauté absolue et notre soutien irréductible. Le président Maduro multiplie les manœuvres politiques et de facto, il détient depuis le mois de mars les quasi-pleins pouvoirs. Le Parlement, où l'opposition détenait une large majorité depuis les dernières élections, a été dessaisi de ses prérogatives au profit de la Cour suprême. Figure de proue de cette opposition, l'avocat Enrique Capriles a été jugé inéligible pour 15 ans. Lui et ses partisans dénoncent un coup d'État institutionnel. Même les pays amis en Amérique latine qui s'enthousiasmaient pour la révolution socialiste s'inquiètent désormais de cette dérive vers la dictature. Caracas a répondu en claquant la porte de l'Organisation des États américains. De plus en plus isolé, le régime s'enferme et 31 millions de Vénézuéliens voient leur pays sombrer dans le chaos. Bonjour, Juan Flores. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université de Genève, département économie, histoire, société. On va décrypter avec vous cette crise au Venezuela, mais tout d'abord, je pense, pour comprendre, il faut retourner en arrière. En 98, Chavez est élu triomphalement avec le projet de transformer une société qui est restée profondément inégalitaire. Oui, effectivement, les problématiques de l'époque, c'est-à-dire problème d'inégalité, problème de pauvreté, et enfin, quelqu'un qui leur donne la voix politique pour bien prendre en compte ses besoins. Donc du coup, on commence pas forcément avec une rupture avec les régimes intérieurs, on commence à faire face à ces problèmes immédiats, et petit à petit, avec la transformation de restrictions institutionnelles, aussi avec l'augmentation des prix du pétrole, il commence à mettre en place une stratégie qui visait donc plus la complémentarité entre l'économie privée et puis l'économie publique, mais plutôt une présence de l'État beaucoup plus forte avec une augmentation des dépenses publiques qui pourrait donc éventuellement mettre en place une économie sociale. Qu'est-ce qu'il a visé dans les dernières années qu'on a vu pendant son régime. Ouais, il met en place le socialisme du 21e siècle et il nationalise tout. Oui,
Effectivement, donc au début, il avait une place pour le secteur privé qui était important. Il n'était pas contre les investissements étrangers, contre l'investissement privé, mais au fur et à mesure qu'il change, qu'il a moins de restrictions économiques, il commence à prendre la place de l'État comme État, en État producteur, en État consommateur et en État distributeur. Et à partir de là, donc on entre dans un régime complètement différent par rapport à ses débuts. En nationalisant notamment le pétrole, la principale ressource du pays, est-ce que Chavez achète ses alliances dans les pays latino-américains avec les royalties du pétrole? Oui, en grande partie. Donc, il avait besoin d'une partie d'acheter un soutien à l'intérieur, mais aussi faire la concurrence à l'interventionnisme qu'il disait par rapport donc, aux États-Unis. Donc, avec cette augmentation des revenus pétroliers, il arrive à avoir ses soutiens, à faire que d'autres États aussi regardent sa politique, ses politiques économiques, tout en leur soutenant avec des moyens financiers provenant justement des ressources pétrolières. Et puis Maduro arrive au pouvoir, il est immédiatement confronté à la chute des prix du pétrole. Est-ce que cette chute des prix du pétrole explique le marasme aujourd'hui? En grande partie, c'est vrai. C'est-à-dire, il achetait son soutien politique en grande partie parce qu'il avait ses revenus extraordinaires. Donc ça, c'est vrai. Mais de l'autre côté, c'est vrai que les conditions, quand il arrive au pouvoir, c'est pas les mêmes conditions que Chavez avait à son époque. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'il regarde la manière, comment il va acheter, il va avoir les personnes, les institutions qui vont soutenir son projet. Donc, à partir de là, il va pouvoir le faire, il va pouvoir mettre à l'écart l'opposition qui devient de plus en plus fort, cependant, avec des restrictions beaucoup plus importantes, et notamment la restriction économique qui provient de la chute des prix du pétrole. Alors, avant d'aller plus loin, Juan Flores, je vous propose notre rubrique Zoom. Mélanie Ohayon fait le point sur les relations du Venezuela avec les grandes puissances. Puis il y a d'un côté les amis, puis de l'autre côté, il y a le grand ennemi américain. Des automobilistes furieux qui tentent d'accéder à leur précieux carburant. C'était à Caracas en mars dernier. Une scène surréaliste lorsqu'on sait que le Venezuela détient les réserves de pétrole les plus importantes au monde, estimées à 300 milliards de barils. Une manne formidable pour le pays, 95% de ses exportations, qui atteignaient encore plus de 93 milliards de dollars en 2012, mais qui ne représente plus que 35 milliards de dollars en 2015. Son premier client, curieusement, ce sont les États-Unis, alors que les relations diplomatiques entre Caracas et Washington sont surtout faites d'insultes et de menaces. Donald Trump qualifiait récemment de honte pour l'humanité la crise politique au Venezuela. La réponse de Nicolás Maduro, cinglant. Contra la agresión de Donald Trump, las amenazas de intervención, la grosería de opinar sobre nuestro país. El que se mete con Venezuela se seca. Asphyxié par ses dettes, le Venezuela peut encore compter sur un ami, l'un des derniers, la Russie de Vladimir Poutine. Le géant pétrolier Rosneft vient d'accorder au pays un prêt à haut risque d'1,5 milliard de dollars. La Russie est aussi le premier fournisseur d'armes du Venezuela. Autre allié, la Chine, qui a fait du Venezuela l'une de ses têtes de pont en Amérique latine. En 10 ans, elle a prêté au pays, en échange de son pétrole, près de 50 milliards de dollars. Un mot quand même sur ce paradoxe. Il y a cette hostilité diplomatique très forte avec les États-Unis, encore plus avec les États-Unis de Donald Trump. Et puis d'un autre côté, le business, le commerce du pétrole qui continue. Oui, il y a effectivement une sorte de contradiction apparente. Mais je voudrais dire deux choses. La première chose, c'est qu'il y a quand même une asymétrie dans les besoins entre les deux pays. C'est-à-dire pour Venezuela, les États-Unis restent quand même les marchés les plus importants. Donc 30% des exportations du pétrole vont aux États-Unis. Alors que pour les États-Unis, Venezuela, c'est un fournisseur de pétrole comme plusieurs d'autres. Ouais. Enfin, il y a le Canada, il y a le Mexique, il y en a plein. Donc du coup, il y a déjà une grande différence. Deuxièmement, c'est qu'il y a quand même une augmentation dans le nombre des sanctions individuelles qui sont posées envers le Venezuela. Donc, il y a certes un intérêt commun, c'est-à-dire ces marchés pétroliers, mais il y a quand même des tensions qui commencent à avoir une certaine influence qui pourrait éventuellement avoir un impact surtout sur le Venezuela. On a vu la diminution des revenus du pétrole. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que le Venezuela s'en va vers la faillite? Bon, c'est déjà très compliqué. Donc, c'est-à-dire,
tous les revenus qui sont aujourd'hui diminués, ils doivent aller donc pour financer les importations. Et on a vu, les importations, ça reste très, très important et ça reste en plus compliqué. Mais d'autre part, il y a aussi les services et la dette. Et les services et la dette, ils restent et ils deviennent de plus en plus difficiles de continuer à avoir donc, des bons rapports avec les créanciers. Donc, qui achète encore aujourd'hui de la dette vénézuélienne? Alors, il y a trois grands acteurs. Donc, vous avez parlé de la Russie et de la Chine. Ouais. Mais il y a un troisième acteur privé, aujourd'hui, provenant des États-Unis, qui est Goldman Sachs. Oui, c'est tout récent. Donc, il y a quelques jours, Goldman Sachs annonce qu'ils ont acheté presque 3 milliards d'obligations de la compagnie pétrolière du Venezuela, donc PDVSA. Un prix évidemment très rentable pour la banque. Mais c'est quand même formidable. Goldman Sachs vient au secours de la révolution bolivarienne au Venezuela. Pourquoi? Pour quel motif? Qu'est-ce qu'ils espèrent? Est-ce qu'ils misent sur l'effondrement du régime ou... Une des raisons qui est annoncée, c'est qu'en fait, ils misent déjà sur un changement de régime. S'il y a ces changements de régime qui s'est produit, ce qu'on aurait, c'est une augmentation de la valeur de ces obligations et donc du coup des gains que la banque ferait qui seraient fabuleuses. Énorme. Exactement. Est-ce que vous pensez que la crise actuelle, le marasme, conduit inévitablement vers un renforcement de la dictature? Oui, certainement, parce que soit il faut qu'il y ait plus de répression, parce que les gens maintenant ont plus d'incitation justement à sortir dans les rues. D'autre part, ce qui est très clair, c'est que du point de vue du régime, c'est qu'il y a des gens, des militaires, qui sont posés dans des postes clés de l'administration de Maduro. Donc du coup, c'est clair qu'il y a l'intérêt commun de plusieurs acteurs qui pourraient éventuellement nourrir et faire continuer le régime. La question, donc, à l'intérieur des militaires, c'est à quel point ces intérêts communs vont pouvoir permettre au régime de Maduro de continuer. Il n'y a pas le risque qu'il y ait une cassure entre la hiérarchie militaire et puis les soldats qui sont envoyés contre les émeutiers et qui sont des soldats qui subissent eux-mêmes la pénurie et les difficultés. Il n'y a pas ce risque-là? Si, exactement. Dans les crises, il y a toujours des gagnants et des perdants. Et la question, c'est alors à quel point les gagnants vont continuer à mener donc, ces régimes, cette répression qu'on observe là, et à quel point les perdants vont pouvoir continuer à résister sans qu'ils tentent d'avoir autre type d'éléments, qu'ils sortent dans la rue, qu'il aussi il y ait des rébellions au sein aussi des militaires. Ça, la crise économique va nous donner les réponses très prochainement. Alors, on va suivre cette situation, évidemment. Merci, Juan Flores, de nous avoir rejoints sur le plateau de Géopolitique. C'était un plaisir. Merci. Merci. Pour préparer cette émission, nous avons revu une édition du magazine Temps présent de la RTS, Un cyclone nommé Chavez, diffusé le 7 décembre 2006. Le leader de la révolution venait alors d'être réélu triomphalement. Nous avons lu aussi ce livre, Comprendre le Venezuela, par Andrés Bansart. C'est un historien vénézuélien qui s'inscrit lui-même dans cette vague rose qui a considérablement marqué le paysage de l'Amérique latine, publié aux éditions Le Temps des Cerises en 2016. La semaine prochaine, nous braquerons les projecteurs sur le commerce illégal des œuvres d'art. C'est un fléau qui met en péril notre patrimoine universel, qui efface les mémoires des peuples et des civilisations, un fléau exacerbé par les guerres en Irak, en Syrie et ailleurs en Afrique. Merci de votre fidélité, je vous souhaite une excellente semaine.